Jean Le Gac. Nous nous retrouvons à l'occasion de l'exposition qui est présentée à Chaumont-sur-Loire et qui s'intitule En plein air. J'aimerais pour commencer que Oui, vous évoquiez 5 étapes importantes de votre formation, de la petite enfance oui. à, à l'époque universitaire, si on peut dire. Bon, je commencerai par un positionnement de l'enfant que j'étais, qui est très stéréotypé. Vous naissez dans une famille, il découvre que vous avez un petit don, vos camarades vous admirent pour cela. Vous n'êtes pas très bon en gymnastique, vous n'êtes pas très bon en français et en mathématiques, mais toute ma vie, je me suis raccroché à ça dans ma petite enfance. Et au fond, je ne doutais pas que j'arriverais à quelque chose. C'est quand même, ça mérite une réflexion. Moi qui ai des petits-enfants maintenant, je me dis que j'aurais dû davantage les doper de la même manière que mes parents l'ont fait sans le savoir, de manière comme ça empirique. Donc j'étais un enfant doué en dessin. C'était au point que ma grand-mère m'amenait au cinéma le samedi soir, parce que j'étais hébergé par elle à une certaine époque, et c'était le club des veuves. Elles étaient alignées tout au fond de la salle. Il y avait une ficelle qui réservait leur place. Elles devaient avoir le même âge, somme toute. Et elles papotaient. Et puis mes dessins, qu'elles me faisaient sortir au moment où il fallait, circulaient dans les rangées. Donc je peux dire comme ça, en plaisantant, à peine d'ailleurs, que j'étais célèbre dans ce petit entourage. Et ça n'a cessé d'être comme ça. Après, j'ai un vrai professeur de dessin, à partir de la cinquième, et je récolte une fois. Alors on devait faire, on travaillait en classe avec lui, avec ce professeur de dessin, qui était un vrai professeur de dessin, un méridional magnifique, un homme que j'admirais pour son physique comme ça, parce que je trouvais qu'il tranchait tellement sur les autres. Et voilà que pour une petite nature morte que j'avais faite, c'était pendant la guerre, donc le papier nous était quand même Limité. limité. Et on faisait des natures mortes sur format, je ne sais pas comment il appelait ça, enfin, c'était très petit. Et pour cette nature morte que j'avais fait, je passais beaucoup de temps, hein, je me prenais très au sérieux. Hein. Je passais facilement le jeudi, puisqu'on avait le jeudi à l'époque, je passais 4 5 heures chez moi à faire ces travaux, alors que mes camarades, au bout d'un quart d'heure, en avaient terminé. Hein. Donc je méritais la note. Enfin, ce professeur m'avait donné 20 sur 20. Ce qui est exceptionnel. C'était sidérant, parce que je parlais de célébrité, mais je l'ai connu là. Il y avait même des grands, enfin de troisième, qui venaient me dire d'un air comme ça, un peu moqueur. Alors c'est toi, celui qui a eu 20. Mais ça jouait un rôle capital pour moi. Hein. Absolument. Après, j'ai préparé donc dans cette lignée scolaire le professorat de dessin. Il y avait un concours que j'ai passé à Toulouse. J'étais affronté aux gens qui venaient, souvent des jeunes gens qui venaient des beaux-arts. Mhm. Mais les malheureux se trompaient de concours parce qu'ils étaient habitués à faire quelque chose qui tranche, qui soit original. Tandis que moi, non, j'étais fidèle au réel, vraiment. Et c'est ce que nécessitait, c'est ce que ces professeurs, ce futur professeur du professorat de dessin, voulaient. Ils ne voulaient pas d'artistes, en fait. C'était au lendemain de la guerre, hein, tout ça Mhm. se plaçait dans un contexte comme ça. Ils ne voulaient pas d'artistes, mais ils voulaient des gens qui soient sûrs techniquement. Donc on ne formait pas tellement notre cerveau, on formait surtout notre main. Et là, j'étais vraiment fait pour ça. Jacqueline a préparé le professorat de dessin en même temps que moi. Elle a eu un chemin différent. Et je suis venu à Paris. Alors, dans mon esprit, j'avais déjà un plan de carrière, si je peux parler comme ça. Dans mon esprit, je venais à Paris, je préparais vaguement le professorat de dessin, je rencontrais sans doute André Breton tout de suite, puisque c'était le surréalisme qui était en pointe à ce moment-là, et puis je devenais artiste. Et ça s'arrêtait là. Hein. Après, je n'arrivais pas à imaginer comment seraient les choses. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées ainsi. Elles ont été beaucoup plus normales, beaucoup plus lentes. Et je suis devenu professeur de dessin. J'ai été envoyé en province. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants. C'est lourd, 3 enfants, quand vous avez 22 ou 23 ans.
Et personne m'avait prévenu que si vous voulez être artiste, il vaut mieux ne pas arrêter sa vie trop vite. Hein. Mais enfin, ça s'est bien passé. Jacqueline m'a beaucoup aidé. Elle est toujours très proche de moi puisqu'elle a la même formation. Donc au fond, je pense avoir eu de la chance, vraiment. Alors le professorat des dessins, je pensais pouvoir traiter ça par-dessus la jambe. Ça n'a pas été le cas. Mais c'était fait pour moi. J'étais doué en dessin, manuellement. J'avais un petit cerveau, mais j'étais doué. Et j'ai continué sur ma lancée, avec des succès comme ça. Et tout de suite, j'ai travaillé comme un artiste professionnel. Le fait d'être envoyé en province a été formidable. Notre premier poste, parce que c'était un poste double, était à Béthune. C'est une ville minière. Moi, je venais moi-même d'une ville minière. Hein. Peut-être qu'ils m'avaient choisi spécialement parce que j'avais déjà cette origine. Et j'en parle parce que Béthune était une sous-préfecture. Il y avait des locaux, je me souviens, c'est la place principale, il y avait des locaux qui étaient libres, qui étaient anciens. Hein. Et là, il y avait, comme j'étais au lycée, il y avait un club de cinéma. Je vous parle de ça parce que mon premier atelier, après je n'en ai plus eu du tout, était extraordinaire. Il était peint rouge sang de bœuf, et puis il y avait des rideaux noirs pour obturer la lumière, qui étaient noirs. Donc il y avait une ambiance colorée d'une densité effarante, et surtout j'ai pu tout de suite parler à celui qui s'en occupait, qui était le professeur de gymnastique, qui était très doué, monsieur... Son nom m'échappe, il va me revenir peut-être. Et je lui avais été le trouver, en disant, moi j'aimerais trouver un espace pour travailler, mais il m'a dit, écoute, le ciné-club, c'est tous les 15 jours, la salle énorme t'appartient pour le reste du temps. Quelle chance! Oui, vraiment. Ce lieu s'appelait, il s'appelle peut-être toujours, les cours municipaux. Nous y sommes retournés il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'il resterait complètement ça. C'était ça devait dater des années 30 sans doute. C'était ce moment où, c'était peut-être sous Léon Blum, peut-être, hein, je ne suis pas sûr de moi. Enfin, il y avait un travail même dans ces billes de mine en direction de la société, en direction de tout le monde. Donc, je me suis installé là-dedans. J'ai été concurrencé très vite. Il y a une dame qui a voulu faire des cours de danse, donc qui a installé un grand miroir. Et je terminerai là-dessus. Mon atelier, figurez-vous, c'était une vraie salle de spectacle, parce qu'il y avait le grand miroir dans lequel je me reflétais en train de peindre, et de là à imaginer un film que je ne manquais pas de me faire, évidemment, donc devant ce grand miroir. J'étais très bien, vraiment. Après, je n'ai plus jamais eu pour conclure là-dessus, je n'ai plus jamais eu d'atelier. Et j'ai échappé à cette malédiction, je crois, de l'atelier, du lieu de travail. Et là, on en vient tout de suite en plein air. Dès que nous sommes retournés à Paris, après 9 années passées quand même en province, hein, mais ça avait permis d'élever les enfants, tout ça, j'étais stabilisé dans ma vie. Je commence à douter subitement. Je m'aperçois que je ne suis pas formé pour l'art. Si, sur le plan manuel, oui, même si ça appartenait à une autre époque. Et sur le plan artiste, parce que je me faisais un scénario, mais qui serait difficilement crédible maintenant. Hein. J'avais que des idées fausses sur l'art. Mais en tout cas, je m'aperçois assez vite que je risque de foncer dans une direction mauvaise. Je pense que peut-être ma vie est belle. J'ai des enfants très beaux, j'ai Jacqueline qui m'aide beaucoup. J'étais venu à l'idée que je m'étais trompé de direction et que je ne devais pas devenir artiste. Ça a été douloureux pour moi, je terminerai là-dessus, parce que je n'étais pas du tout préparé. Depuis la petite enfance, ma mère notamment, qui était sans doute, elle lisait des romans d'amour, et il y avait là-dedans, celui que j'avais acheté en tout cas,
curieusement, il y avait un peintre, un Sicilien, qui peignait des Madones, qui avait beaucoup de succès, mais qui était très beau. Donc j'ai failli m'arrêter sur cette image-là, par crainte de ne pas être capable d'aller au-delà. Et c'est là où en plein air intervient. Je ferme l'atelier et je vais dehors. Et il faut que je vous fasse un aveu, c'est que le en plein air, quand on connaît mon travail, ça paraît tellement évident, et ça m'a été révélé par cet auteur italien, Pasquale Polidori, qui a écrit un livre que je vous ai montré, et qui a sorti cette notion de en plein air. Mais nous étions plein d'artistes à pouvoir être casés dans cette catégorie. Mais c'était utilisé par personne parce que je pense que ça paraissait trop scolaire, trop évident. L'époque était quand même conceptuelle. Il fallait avoir des arguments intellectuels très forts. C'est ce qui nous a empêchés de voir que l'en plein air, c'était neuf, complètement neuf, parce que c'était pas un cliché pour tous ces artistes qui étaient, vous savez, qui venaient d'horizons très différents. Mais moi, quand même, malgré ce que j'ai dit précédemment, moi, je venais en fait du nouveau roman. J'ai adoré le nouveau roman. Ça a été un phénomène de révélation pour moi. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'écriture, pas l'écriture telle que je l'avais connue au lycée, mais à une écriture inventée. Et toutes les choses sont arrivées en bloc. J'ai prétendu, c'est que partiellement vrai, que j'ai tout de suite vu ce que pourrait être ma carrière d'artiste. Si vous permettez, je vous interromps une seconde, parce que là, on est au cœur oui. De ce que vous êtes, de l'extrême originalité de votre travail, Oui. Puisque vous êtes à la fois un peintre, un photographe et un homme qui, je dirais, à part égale, après vous allez me dire si je me trompe, accordait la même importance également à l'écriture. Et donc les trois correspondent à la définition de l'artiste que vous êtes. Ça a dû être une incroyable révolution pour vous. Pour moi et pour d'autres aussi sans doute, hein. Et même pour tout un public. Oui. Il faut dire, il s'est passé, là nous sommes dans les années 70, il s'est passé beaucoup de choses, des choses extraordinaires. Il y a je trouve qu'on ne le souligne peut-être pas assez, enfin, il y a eu une véritable révolution au niveau des arts. Il y avait eu quoi donc? Il y avait eu bien sûr l'impressionnisme, il y avait le cubisme, des choses extraordinaires. Puis il y avait eu l'art abstrait, mon Dieu, combien cela avait agité tout le monde. Et puis subitement, là, dans les années 70, on va tous foncer dans des directions que nous ne connaissions pas. L'écriture, je ne peux pas dire que j'étais écrivain du tout. Je n'avais même pas réellement la tentation d'écrire. Je ne savais pas que j'avais des possibilités pour le faire. La photographie, j'avais fait des photos puisque mes enfants étaient petits pour l'album de famille, mais insensiblement je suis passé à l'art d'ailleurs par ce biais-là. Et puis quant au dessin et à la peinture, ça j'étais là pour le coup à une vraie mécanique très entraînée, très entraînée. Mais sans le reste, ça ne serait rien devenu. Ça m'aurait conduit à des choses qui sont de l'ordre du professorat de dessin, tel qu'on le concevait à l'époque en plus. Hein. Donc j'étais neuf pour la plupart de ces techniques. Et sortir de l'atelier, ça a été pour moi déterminant. Parce que je parlais de malédiction, je le crois. Tant que j'étais à l'atelier, je croyais que je devais me comporter comme un peintre. Je devais être derrière mon chevalet, très souvent, très longtemps. Je devais me fatiguer, je devais avoir une première période, puis une seconde période. Il faut penser, mes périodes, elles duraient 3 semaines. J'allais très vite de l'une à l'autre. Ça a fait une table rase pour moi de tous ces éléments qui étaient certes tout à fait sérieux, mais qui avaient joué leur rôle déjà de si nombreuses fois que pour de nouveaux artistes, ça ne pouvait pas être. Et au moment où je pense abandonner l'art, parce que je vois mon incapacité, mes incapacités, je vais me retrouver au centre de l'art.
Je crois que je dois rien au land art, par exemple. Peut-être pas tellement que ça à l'art conceptuel, mais j'étais là-dedans, sans le savoir, quoi. C'est comme... sans le savoir. J'ai trouvé un œil neuf en quittant l'atelier. C'est pour ça, lorsque Polidori lui, repris, peut-être parce qu'il est étranger, a repris à son compte cette idée de en plein air, ou de plein air même, tout court, ça a été assez neuf pour moi. C'est venu très tard, hein. Je le connais à peine depuis 2 ans, je crois. Et quand on a parlé d'exposition avec vous, ça n'allait pas de soi pour moi que je puisse faire l'exposition ici. Je me disais quand même, il y a tout un contexte que je n'ai peut-être pas. Et quand j'ai pensé à l'exposition en plein air, subitement, c'est comme, hop, tout s'est mis en place de soi-même, sans effort, quoi. À regarder le visuel seulement, sans prendre connaissance du texte, ou même des parties de texte, parce qu'on ne peut jamais tout lire, on pourrait s'imaginer que c'est un univers un peu naïf, un peu jovial, ainsi de suite. Non, j'ai pas ce rapport au paysage, au plein air. Vous savez, moi je suis un citadin, ou plutôt j'ai vécu toute mon enfance dans des petites villes de province, mais c'était des si petites villes que la nature était là. Or, moi je n'aime pas être tout seul dehors. Je ne suis pas en sécurité, même à mon âge, c'est horrible à dire, je ne suis pas en sécurité, même dans des paysages à vaches, dans des paysages dociles, dans des paysages que l'homme a maîtrisés depuis très longtemps. J'ai par exemple une phobie, celle des crapauds, mais une phobie au point de perdre pied, quoi. Et j'ai fait plusieurs expériences terribles comme ça. Tant et si bien que dans une journée, si par malheur je tombe sur ces maudites bestioles, pauvres bestioles, je suis terrorisé pour toute la journée, quoi. Pourtant, on était des galopins vraiment sauvages, hein. Je me souviens d'une chose terrible, on voulait faire fumer des cigarettes à des crapauds. Alors, d'autres le faisaient à ma place, mais il tendait la cigarette, il fallait s'approcher de la gueule du crapaud, et le pauvre crapaud se croyait obligé d'aspirer. J'imaginais après qu'il éclatait, mais je n'ai jamais assisté à cette scène, hein. Je ne suis jamais allé jusqu'à cette torture. C'est la cruauté des jeunes garçons. Oui, cruel, faisant l'expérience de la mort, de la vie et la mort, au travers de ces choses-là. Par exemple, ce commentateur, Polidori, a bien fait la jonction entre toute ma génération qui a travaillé à l'extérieur, sur le paysage, et l'impressionnisme. Je me disais, bon, bien sûr, je n'ai pas pu échapper à l'impressionnisme, bien sûr, j'ai dû connaître cela, mais je pense que ce n'est pas l'expérience capitale pour moi. Je ne comprenais pas ce que faisaient les impressionnistes. Je trouve ça très beau, je trouve que c'est une période miraculeuse de l'art, hein. En plus capable de toucher tout le monde, hein, parce que l'industrie va arriver et c'est la dernière nostalgie du paysage, sans doute. Mais moi, je ne viens pas de là. Je viens du nouveau roman, qui a été, sur le plan du texte, qui a été capital pour moi. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on voit encore les influences. L'œuvre qu'on vient d'installer, si on regarde bien, il y a un viol. Cette jeune femme qui est une mariée, pourquoi est-elle là couchée? De toute évidence, ses chaussures sont éparpillées. Oui, ouais. Dispersées. Sa robe est à peine retroussée, mais elle l'est quand même. Et ça, le nouveau roman me donnait des clés pour ça, parce qu'il y a un récit extraordinaire de robe grillée, c'est Le Voyeur, je crois, oui. Où il y a un représentant de commerce qui viole une jeune femme, je pense, oui, qui viole une jeune femme, et sans doute c'est ce type de situation que j'ai retravaillé, quoi. Il y a d'autres influences qu'on pourrait voir aussi qui sont dans le domaine d'un paysage éprouvé de manière dure. Puis bon, il y a le cinéma aussi, il y a quantité de choses qui peuplent notre paysage, qui l'ont rénové. Je pourrais citer par exemple la grande importance du western. Oui. Très souvent, dans mes propres travaux, je dis à Jacqueline, tu sais, ça manque d'oxygène.
Dans mon esprit, ça veut dire que les grands espaces, cette respiration, que ces types qui parcourent l'espace à cheval, moi je ne sais pas monter à cheval, ni conduire une voiture d'ailleurs, mais enfin, ces grands espaces, il faut que je l'ai dans mon propre travail, je le recherche. Je l'obtiens parfois. Mais la première œuvre qu'on vient d'installer dans l'exposition, je suis sûr qu'elle ne manque pas d'oxygène. Et puisqu'on parle de cinéma, cette œuvre qu'on vient d'installer, j'utilise pour la première fois un phénomène de l'agrandissement, mais pas au sens simple, qui consiste à prendre une photo qui fait 1:4 et puis l'agrandir beaucoup. Ça, pour moi, c'est pas ça l'agrandissement. L'agrandissement, c'est comme au cinéma, c'est que on marque bien les différentes étapes qui permettent d'obtenir la magie de l'agrandissement. Alors les différentes étapes, là, vous avez 2 grandes bâches qui étaient en format A4 sans doute, et que j'ai agrandi, elles font 3 mètres par 2 au moins, un peu plus que ça sans doute, et qui encadrent une œuvre qui est à échelle moyenne, simplement. L'œuvre est devenue cet ensemble. Je l'appelle d'ailleurs le grand ensemble, avec ici et là-bas. Il y a une scène qui représente une geisha, on pourrait penser, dans le paysage japonais. Et en fait, ce n'est pas un paysage japonais du tout, ça a été fait en petite Camargue. Avec une ombrelle. D'ailleurs, c'est parce que c'est des lagunes dans les 2 cas. Donc la similitude existe véritablement. L'écriture est fondamentale pour vous. Et en même temps, vous êtes comme un monteur, comme un réalisateur qui a utilisé tout. Je vais même plus loin, je suis aussi le personnage, un personnage. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai, je ne fais pas les choses au premier degré. Pour illustrer ça, par exemple, le travail que j'ai fait, je l'ai toujours conçu comme ça. Je le fais loin du spectateur. Je le fais dans des endroits où le spectateur ne va pas. C'est la campagne française, un peu bête, un peu... On croit, hein, mais c'est pas vrai. Ou la campagne des paysans, qui dominent des choses que je domine pas, mais moi j'ai découvert le paysage vraiment français même, hein, tout bête. Je ne suis pas très intéressé par le pittoresque au sens... traditionnel du terme, oui. Non, pas vraiment. Parce qu'il a été peut-être tellement utilisé, puis il y a des endroits tellement sublimes. Chaumont est un exemple pour ça. Quand on a vu Chaumont, que peut-on faire dans le genre pittoresque plus fort, quoi, plus juste en plus. Hein. Donc je travaille loin du spectateur, et le fait de ne pas avoir d'atelier, je vais amener ça dans le monde de l'art. Hein, bien sûr, là, à ce moment-là, ça se passe à l'intérieur, c'est dans des espaces... Donc il y a l'extérieur, qui est le lieu du travail, qui est mon atelier, véritablement. Et puis il y a l'exposition après. Et cet après-coup est important parce que ça permet la fiction. Personne ne peut contrôler ce que vous dites. Personne ne peut mettre en doute que vous ne montez pas à cheval, puisque vous faites une œuvre entière sur le peintre à cheval. Ça aussi, c'est peut-être un élément que je peux souligner. Le côté, est-ce que je ne crois pas à ce que je fais? Si, très fort, profondément. Mais ça ne veut pas dire croyance en la situation. Pas plus qu'un acteur de cinéma, lorsqu'il est déguisé en Buffalo Bill, se prend pour Buffalo Bill dans le temps du film, mais pas en dehors de là. Encore que parfois, ça vous suit beaucoup plus loin. Ça, c'est l'influence du cinéma. Acteur, ça se tourne dans des lieux que les gens ne connaissent pas en général. Il y a des scènes fausses aussi qui sont reconstituées en studio, et ça, des cinéastes savent faire ça très fort. Et moi, j'ai ça en moi, cette influence du cinéma est extrêmement forte. Mais souvent, cette influence, elle concerne la déconstruction du film. Par exemple, le phénomène d'agrandissement dont je parlais tout à l'heure. Au cinéma, ça va se faire progressivement. On va voir la horde sauvage arriver dans le lointain, avec une musique à la Sergio Leone. Et puis progressivement, on voit des éclairs. Ce sont les selles qui sont cloutées, qui envoient des éclairs. On comprend déjà qu'il va se passer quelque chose qui va faire du bruit. Et puis ça s'approche, la musique enfle. Donc c'est tout un scénario distendu dans le temps.
Et moi, je déconstruis ça aussi, puisque là, j'ai d'abord l'œuvre moyenne, à dimension de photographe, euh, disons, habituelle. Et puis, je vais entourer cette œuvre moyenne, certaines de ces photos, je vais les agrandir de chaque côté. C'est-à-dire, j'ouvre une parenthèse de l'agrandissement, et au centre, il y a le cœur de ce qui va servir à l'agrandissement. Donc, je crois que par ce biais-là, je rends sensible ce phénomène de l'agrandissement, par des moyens de plasticien, vraiment. Et il y a une espèce de magie qui agit. La preuve, c'est que j'avais hâte de commencer par ce travail, de le voir au mur, parce que je ne l'avais jamais fait, pour voir si ça répondait à mes attentes. Et bon, oui, ça répond vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est la présence d'objets dans vos expositions. Il y a des caméras, les machines à écrire, je crois, parfois des plantes, ce ne sont pas des objets, ce sont des éléments vivants, mais qui font qu'on est dans l'image, dans la photographie, dans le pastel, et puis il y a l'objet qui surgit, et on est dans le décor de théâtre. Oui, oui, tout à fait. Et ça, beaucoup de spectateurs de films n'en ont pas une conscience grande, bien qu'il y ait des études très approfondies sur le cinéma. J'ai un ami qui est mort, malheureusement, c'est Letras, qui était spécialiste de western, un grand universitaire spécialiste de western. C'est pas commun. Et il y a un plan qu'il décrit où il y a une couverture Navajo au premier plan. Je ne sais pas quel rôle elle joue, mais enfin, voilà, la mise en scène, ça touche à toutes ces choses-là. Et quand vous êtes plasticien comme moi, vous perdez le mouvement, c'est-à-dire cette glissade lente ou rapide, aisée entre les différentes choses. L'univers du plasticien est lourd, pesant, et il faut tout faire j'essaie de tout faire pour l'alléger, pour avoir ce glissando comme ça du cinéma que je ne peux pas avoir véritablement. L'exemple que je vous donne là, de cet agrandissement progressif, il y a un original qui a été fait loin de toute présence de spectateurs, et puis progressivement, on amène ça à l'intérieur, et on a des gros plans qui révèlent, et puis on revient à l'original. Enfin, il y a un balancement qui est très plaisant, quoi. Une question que j'aimerais vous poser. Toute votre existence, vous avez travaillé sur le personnage de ce peintre idéal. Est-ce que, au moment où nous nous parlons, vous êtes heureux de la carrière de cet artiste, de ce peintre? Est-ce qu'il a réalisé ce que vous aviez en tête lorsqu'il a commencé à exister? C'est la part la plus volontaire de mon travail. J'avais bien remarqué qu'on est entré dans le monde de l'art que par coup de cymbale. C'est pas la peine de jouer de la flûte de votre côté, vous n'y arriverez pas. Et un des moyens, c'est de prendre une solution qui paraît à tout le monde invraisemblable. Et quand je suis tombé sur le peintre du dimanche, lui que j'avais bien connu dans mon enfance, que j'admirais d'ailleurs surtout ses outils, le chevalet, ses couleurs, enfin, sa pénétration devant le paysage qui me paraissait insensé. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur. Quand ce peintre du dimanche, que tout le monde méprisait, a commencé par moi aussi, parce que très vite je suis devenu étudiant en art et je pensais que ces gens s'abusaient, ce qui était vrai d'ailleurs, et c'était tout à fait honorable. Mais je suis allé à l'inverse de ce que pouvait être le peintre. Et ça n'a pas manqué de m'ouvrir des tas d'horizons. Quand vous n'êtes rien, quand vous prenez le parti de n'être rien, bon, en allant vite, tout s'ouvre à vous, tout peut vous appartenir. Vous n'avez pas d'atelier, ça ne fait rien. Dehors, mon Dieu, l'atelier est immense. Vous savez, la campagne, il n'y a jamais personne. C'est vrai. Pendant les heures ouvrables, et en plus, moi j'étais dans un pays de mines, il n'y avait personne, il y avait les 3-8, alors on voyait défiler les mineurs à certains moments, mais je pouvais m'imaginer, je continue à penser ça, c'est que ça m'attendait, c'était fait pour moi. C'était un grand moment d'émotion de voir ce grand espace qui m'appartenait.
je continue à penser ça, quoi. En fait, on peut conclure, il y a pas de clichés, il n'y a pas de choses trop connues le réel est inépuisable. Même les choses les plus convenues, les vaches dans les prés en Normandie, eh bien, ça aussi, c'est inépuisable, quoi. Et puis, quand vous tombez sur un paysage comme ici, vous tombez des nues, quoi. Vous avez l'impression de découvrir l'Orénoque. Vous dites, ah, il manque qu'une chose, vous cherchez un tout petit peu. Vous dites, mais c'est les Indiens, évidemment, ils ne sont pas là. Mais ce récit, cette présentation, c'est, je dirais, très, très optimiste dans un monde un peu difficile. Ce possible qui se renouvelle en permanence, je trouve que c'est très rassurant. Ça l'est pour moi aussi. Hein. Ben ça, c'est conforté par notre culture, essentiellement populaire. Ça, je fais un petit parenthèse, mais ça, c'est une chose que l'art américain a drôlement bien compris. Que l'art populaire a des valeurs qui sont méprisées, et par chance, parce que comme ça permet de perdurer et de les faire évoluer. L'introduction de la publicité que le pop art a réalisée dans l'art contemporain, c'est passé par l'art populaire. Bien sûr, les gens étaient sensibles aux affiches, à tout ce... C'était ça, la vraie culture. Et elle est devenue la culture authentique, pas la culture réservée aux populaires. Hein. Là, si je peux faire un blâme à mes contemporains, c'est de ne pas l'avoir compris, ça. Parce qu'on avait toutes ces possibilités, nous aussi. Et moi, comme j'étais né dans un milieu populaire, j'étais content quand même de revenir à cela. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas été formé par l'impressionnisme, j'ai été formé par le western, et en reculant un peu, j'ai été formé par la bande dessinée, par cette vulgarité présupposée. On en est revenu, hein. Mais on a fait quelque chose pour eux. Hein. Moi, sincèrement, je revendiquerais ça, alors que pendant la période dure de l'art contemporain, c'était méprisé, le dessin était totalement méprisé, vraiment. Ou pas totalement, mais était méprisé. Moi, je défendais cette idée que les Michel-Ange, les Léonard de Vinci existaient toujours, mais ils étaient dans la bande dessinée. Et c'est pas fou, hein, c'est vrai. Vous avez des dessinateurs remarquables. Tout à fait. J'ai l'impression que les choses ont changé. Sont en train d'évoluer. Oh oui, très vite. Le regard sur le dessin, sur la peinture, est en train de se modifier depuis quelques années. Oui, on a perdu, on a quitté plutôt la période dure, qui était nécessaire quand vous voulez passer à autre chose vraiment, avec toute votre volonté. Vous écrasez les plates-bandes, quoi, c'est certain. Donc ça n'a pas manqué de se produire de cette manière-là. Mais maintenant, il y a beaucoup d'acquis. Si une question se pose pour l'art contemporain, c'est nous vivons tous sur un acquis déjà. Je ne devine pas ce que sera la suite. C'est difficile, c'est toujours difficile oui. à savoir. Mais vous avez une place très éminente. Vous avez été invité à la Documenta de Kassel par des commissaires prestigieux. Vous avez joué un rôle extrêmement important. Et c'est justement parce que vous avez fait éclater toutes les catégories habituelles. Oui. De manière différente d'un certain nombre d'autres artistes, mais c'est réel. J'ai longtemps été sur des sentiers périphériques, mais ça m'a tiré d'affaire pour ça, je pense. J'étais authentique quand même. Hein. Oui, mais c'est un magnifique parcours et je suis persuadée que nos visiteurs du Chaumont-sur-Loire vont être très sensibles à cette infinie diversité des univers qui sont présentés tout en étant très proches, puisqu'il y a ce lien en plus, au paysage, pas se faire au voyage. d'illusions, c'est que les choses sont constamment en mouvement, en évolution. rebrassées. Oui.
Les artistes que nous trouvons peut-être extraordinaires le seront moins, et l'inverse se produira. Donc un vieux comme moi, un vieil artiste comme moi, est préoccupé de ça, c'est-à-dire de défendre ma vie d'artiste jusqu'au bout. Hein. Vous savez, j'ai quand même 85 piges. Hein. Ça ne se voit pas. Oh si, ça se voit. Ces 2 dernières années de confinement là, ont été dures. Mais j'ai à défendre ça. J'ai même des succès actuellement qui me laissent espérer que on verra. Hein. Qui me laissent... tous les artistes désirent ça. Il y a une survie à assurer. Absolument. Je trouve que ce qui caractérise toutes les œuvres de vous que j'ai pu voir tout au long de ma vie, c'est par-delà la perfection formelle, en fait, parce que les pastels sont tout à fait fascinants. C'est la poésie qui relie toutes les œuvres. La poésie des mots, la poésie des formes. Et je crois que c'est ce que vous arrivez à transmettre. La poésie de la couleur aussi, parce que c'est un coloriste exceptionnel. C'est des conquêtes, ça. Vous savez, quantité d'autres artistes étaient bien capables de le faire. Hein. Mais certains n'ont pas osé le faire parce qu'il fallait être intelligent, très intelligent. Mais l'intelligence, c'est pas nécessairement ou toujours l'intelligence qu'on croit, ou celle des mots seulement. Les mots, il faut, comme les couleurs, il faut les mettre à l'épreuve, hein, constamment à l'épreuve. C'est ce que vous faites magnifiquement, parce que les textes sont très maîtrisés, ils sont très travaillés. De grand naturel, je suis content que vous me disiez ça, parce qu'ils sont très travaillés. Oui. Je vais vous raconter comment j'écris mes textes. J'écris pas avec un stylo ni un crayon. J'écris mes textes dans une espèce d'état somnambulique. Alors on me pose souvent la question, mais tu commences par quoi? Le texte ou le visuel ou les photos? Alors j'ai répondu de multiples façons à cela. En réalité, j'en sais trop rien. Des fois, il suffit de vouloir faire une phrase, et puis ça va tirer le discours, ça va conforter le visuel. Il me semble quand même que mon texte vient du visuel. Souvent, je commence quand même par là. Pour me rassurer, j'ai envie de copier une image. Elle est de type enfantin, elle est dans un format qui n'est pas celui d'un artiste contemporain. Je vais bousculer tout ça, je vais le changer. Et le texte va venir. Mais va venir, ça ne veut pas dire de manière définitive. Alors, je travaille le texte la nuit. J'ai un phénomène de concentration considérable. Tout est calme, chez moi en tout cas. On a une concentration exceptionnelle. Ça n'aide pas à dormir. Hein. On se réveille le matin les yeux bas. Mais cette concentration fait que je dois faire un effort terrible. Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Or, je ne me suis jamais pris un calepin. Parce que le fait d'écrire, curieusement, physiquement, ça interrompt mon débit. Ça le rend... subitement, je pioche sur le texte, alors que quand il est mental comme ça, et pas oral du tout, puisque c'est simplement dans mon cerveau que ça se produit. Et le matin, il faut très vite dès que je me lève, il faut que je note. Par contre, au moins les chevilles du texte, pour savoir à quel moment j'ai bifurqué comme ça et comme ça. Si je ne le fais pas, 10 minutes après, je ne sais plus rien. Et puis, je vais avoir un drame dans ma vie, enfin un drame très partiel, parce que je vais croire que j'avais une formule idéale que je ne retrouverai jamais. Alors, le plus souvent, même si je n'ai pas beaucoup de courage, je note tout de suite. Et j'appelle ça un état somnambulique. Ce n'est pas le rêve, hein. Ce n'est pas le sommeil complet. C'est un entre-deux. Non, c'est un autre lieu. Et ça, par exemple, pour marquer la différence entre les 3... discipline que j'utilise en même temps, ça, vous n'avez pas ça en peinture. En peinture, si vous perdez votre nuit à dire je vais utiliser tel bleu de lessive qui va être là, d'une matité extraordinaire, vous êtes foutu. À peine avez-vous pris un pinceau, fait votre mélange, tout de suite, vous avez la sanction qui vous tombe. Mais non, c'est pas ça qu'il faut.
Et c'est pas la peine de perdre du temps avec ça, quoi. Le texte somnambulique, la peinture, la sanction, il faut alors être très réveillé, au contraire, il faut se fatiguer, on est debout, il faut sentir la fatigue, ainsi de suite, pour justement trouver cet élan vers la légèreté. Alors la photographie, ça c'est dû à notre période, c'est la jolie dame de ce trio. D'ailleurs, dans mes œuvres, j'ai remarqué, les personnes vont à la photographie d'abord, parce qu'ils comprennent bien. Ils en ont fait eux-mêmes, ils savent. Je crois que c'est une chose qui est de notre temps de manière si forte qu'ils comprennent bien. Mais moi, je ne suis pas esthète en photographie. Je pratique la photo comme si je n'avais pas d'appareil photo, c'est-à-dire... C'est un carnet de notes? Comment? Les photographies sont des carnets de notes, des impressions, c'est-à-dire, je ne suis pas très préoccupé de technique. Donc c'est parfait pour moi. Maintenant, les appareils photo, vous savez, bénéficient de toutes les expériences qu'ont fait les vrais photographes. Quand vous pressez sur votre appareil photo dans le déclic, tout est réglé. Tout est réglé, quoi. Et moi, ça me convient, ça. Je ne cherche pas plus avant. J'ai vécu les différentes phases de la photographie. Ça a été très, très vite. On ne peut pas se rendre compte à quel point ça a été vite. Je ne faisais pas d'agrandissement comme je peux le faire maintenant, mais on peut agrandir, enfin, on voit ça dans la rue, on peut agrandir à l'échelle d'un immeuble, si on prend quelques petites précautions, pas tellement. Je fais ça moyennement, disons. Je préfère rester en retrait, garder mes forces, quand même, ne jamais les épuiser trop vite. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'au fond, on peut faire 200 images et puis n'en garder qu'une, alors que naguère, on avait 12 images sur une pellicule qu'on ne pouvait découvrir qu'après un temps assez long, oui. Et avec une déception irrattrapable. Absolument. Parfois même. Quand nous allons faire le catalogue, vous désirez, c'est bien normal, vous désirez avoir des clichés qui soient bons, quoi. Moi, je ne suis pas très exigeant pour ça. Alors, comme je sais qu'on me le reprochera, je mets un sous-titre « photo d'atelier » pour dire, bon, c'est dans le travail, j'ai fait ça n'a pas plus de valeur. Mais j'aime assez une photo pas si propre que ça, quoi. Mais bon, enfin, si je peux vous dire ça, je trouve que les photos très léchées, quoi, qui sont sur le plan technique parfaites, je les trouve cliniques. Je trouve que c'est une grande froideur. Je préfère quand même un peu, pas des photos nulles, mais des photos on sent que c'est à peu près, simplement. Mais je viens d'un monde où la photographie, je l'ai pratiquée très tard. Vous savez, mon premier appareil photo, j'avais déjà 22 ou 23 ans, quoi. Et encore, très vieux. C'était pas un très bon appareil, c'était un 6.6. Il était bien pour le portrait, mais c'était pas un très bon appareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce travail d'écriture nocturne, cette incroyable concentration que vous devez avoir dans le silence et dans la nuit, qui vous permet de creuser une pensée que vous allez retrouver au petit matin. C'est très rare comme processus de réflexion. Je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé quelqu'un en parlant. Moi, je suis malheureux quand je vois des transcriptions de mes interviews, choses comme ça. Alors, par chance, j'ai un ami qui s'appelle Jean Dève, qui a fait 35 ans, qui est poète, un grand poète extrême, qui avait 35 ans de radio, et qui vient de publier un livre sur les entretiens qu'il a fait sur ses années de professionnel. Et lui, il essaie de garder ce premier jet. Alors, si vous lisez, par exemple, Godard, c'est incompréhensible. Parce qu'il y a des hésitations, qu'il y a des hésitations, des parasites, des mots qui viennent dans l'oralité parce qu'il faut trouver son mot tout de suite, mais qui ne sont pas les vrais. Enfin, tous mes défauts, moi, je les trouve multipliés là, chez Godard. Et dans ce livre, il a conservé certaines interviews que les écrivains ou les artistes ont retouchées.
Et bien curieusement, ils paraissent pas C'est intéressants. trop lisse. Ils paraissent pas intéressants. Mhm. Et j'ai beau dire ça, je lui dis, j'ai bien compris ton truc, tu veux que ça soit parfait, tu veux que l'espèce d'idiot que nous sommes devant le micro soit là, présent, avec ses hésitations, mais avec sa force aussi. Enfin, j'ai beau dire ça, j'ai commencé à retoucher parce que On ne peut pas s'en empêcher. Très mauvais On ne français. peut pas s'en empêcher. Et maintenant, je suis dans un très mauvais scénario. Je vois, ça pullule de corrections. Alors, je vais lui proposer, pour essayer de jouer sur les deux tableaux, qu'il utilise ce qui était une première frappe, retouchée, telle qu'elle est maintenant, de photographier chaque page. Ça sera à la fois lisible quand même, parce que c'est tapé à la machine. Quand c'est barré au crayon, ça reste encore lisible. Et puis il y aura ces lueurs du bon français quand même. Je ne sais pas s'il acceptera, on verra. Je crois, oui, je pense qu'il... C'est intéressant, en tout cas, ça vous ressemble bien. Ça lui fera en tout cas un beau manuscrit, hein, quoi qu'il en soit. Ça va être magnifique. Comme dernière question à cet entretien, j'aimerais vous demander, à vous qui avez vécu les temps très durs, qui ont marqué l'Europe et qui ont été à l'origine d'une force de vie dans toute la société et aussi dans l'art. Comment vivez-vous ce retour de la tragédie en Europe, puisque bon, nous sommes dans un temps plein d'inquiétudes. Comment vivez-vous ça? Est-ce que vous avez à dire quelque chose? Je suis devant ces choses-là comme le petit enfant. Je ne comprends pas. Je ne trouve pas d'argument pour me consolider. Je suis comme beaucoup de gens, je suis dans un état d'épouvante totale, vraiment. Et cette idée que la culture ne nous aura pas protégés, peut-être, que rien donc ne pourra nous protéger. Avec les penseurs, avec les philosophes, vous êtes des êtres foncièrement nécessaires, donc je pense que vous avez certainement une définition de l'art ou une vision de l'art qui nous permet un peu d'espérer. On sait qu'il y a ce milieu, en tout cas qu'il existe, qu'il y a des gens là-dedans exceptionnels. On a beaucoup de génies en France, vous savez, dans le domaine de la culture. Il y a les sociologues, il y a toutes ces disciplines qui sont nouvelles, qui nous apportent des choses extravagantes. Hein. Bon, moi je sais faire que ça, de toute façon. Vous faites ça magnifiquement. Non, je ne suis pas sûr, mais je crois quand même à ce que je fais. Mais je ne le mettrai pas en confrontation par rapport à ces phénomènes dont on vient de parler. Regardez un tank, c'est une telle monstruosité cette mécanique. Tout en elle est fait pour bluffer, pour déchirer, pour détruire. C'est la technologie qui a créé cela pourtant. C'est pas... De tout temps, tout le temps. Le bien et le mal. Oui, bien sûr, au Moyen-Âge, c'était pas mieux. Hein. Et donc, il faut, je crois qu'il faut garder espoir dans l'art, dans la nature et dans l'humanité. En tout cas, le bonheur, la légèreté que votre exposition nous inspire vont être un antidote. J'espère que l'art aura un attrait tellement fort et suffisant pour sauter tous ces terribles obstacles. Vraiment. Je serais prêt à le croire. Je serais prêt à le croire. En tout cas, au premier signe, je serais content. Très content.